La France est le plus ancien pays d'immigration en Europe, puisqu'elle a commencé son histoire migratoire dans la deuxième moitié du XIXe siècle. Pour le reste, auparavant, on avait plutôt des colporteurs, des ambassadeurs, des commerçants qui traversaient les frontières, mais la majorité de la population n'était pas migrante parmi les Français et il y avait peu d'arrivées en France. En revanche, pour la première fois au recensement de 1851, on compte séparément les Français des étrangers. Et à l'époque, on a déjà 300 000 étrangers recensés en France, alors qu'auparavant, les seuls étrangers recensés, c'était des gens qui avaient participé aux révolutions, notamment à la révolution de 1830 ou celle de 1848. Donc, on a une immigration en France pour des raisons démographiques. La fin du XVIIIe siècle et le début du XIXe siècle, et tout au long d'ailleurs du XIXe siècle, jusqu'à la guerre de 14, est caractérisée par un déclin démographique en France. Et donc la France commence à pratiquer le contrôle des naissances bien avant ses voisins européens. Et à une période où on va entrer dans une grande croissance, à la deuxième partie du XIXe siècle, on manque de main-d'œuvre. Donc le manque de main-d'œuvre, conjugué à la facilitation des transports, notamment le train, progressivement, permettent une immigration en France, d'abord de frontaliers, il s'agit de Suisses, de Belges, d'Allemands, d'Italiens, et ensuite on va avoir des vagues migratoires beaucoup plus diversifiées à partir du XXe siècle. Des facteurs expliquent aussi ces migrations par le fait que la France est au bout de l'Europe, des facteurs plutôt géographiques, et un certain nombre de ceux qui envisageaient de partir aux États-Unis n'arrivaient pas toujours à joindre donc la somme nécessaire pour prendre le bateau au Havre, par exemple, et donc restaient en France. Et on avait une immigration de transit comme celle que l'on trouve aujourd'hui à Calais, mais aussi au Maroc, par exemple, pour ceux qui espèrent passer sur le continent européen. Donc on a une vieille histoire migratoire et en France, on va essayer aussi, pour des raisons pas seulement démographiques et économiques, mais pour des raisons militaires, de faire des Français avec les étrangers. Le droit de la nationalité, qui était celui du Code civil napoléonien, était fondé sur la filiation. Et pour faire des Français avec des étrangers, on va élargir les possibilités d'accès par naturalisation à la citoyenneté française, mais aussi on va réintroduire un peu de droit du sol, ce qui était le code ancien, puisque le paysan était attaché à la terre du seigneur jusqu'à la Révolution française. Et donc, on va introduire des éléments de droit du sol pour permettre à ceux qui sont nés en France de parents étrangers d'acquérir la nationalité française. Donc on est dans un équilibre droit du sol et droit du sang qui se met en place dès la loi de 1889 et qui va être une des caractéristiques de notre définition de l'accès à la nationalité française. Les migrations qui sont déjà 1 million à la fin du XIXe siècle, donc au seuil des années 1900, vont se diversifier pendant et après la guerre de 14, puisque on va avoir des gens qui viennent dans le cadre militaire, mais qui vont rester un peu, comme par exemple une partie des Algériens, pour la reconstruction, et de nouvelles vagues qui vont se développer après la guerre, comme celle des Polonais, par exemple, qui commencent à arriver après 1918. Les Italiens qui vont être beaucoup plus nombreux. Ça va être la première nationalité en France en 1932, époque à laquelle on compte déjà 3 millions d'étrangers. Donc c'est le grand pays d'immigration en Europe, la France. Et aujourd'hui, on n'a que 3,7 millions d'étrangers. Donc la proportion des étrangers dans la population française était beaucoup plus élevée que celle que l'on a aujourd'hui. Et à l'époque, on a aussi les réfugiés, notamment d'abord les réfugiés, les fuoriusciti italiens du régime de Mussolini, ensuite les réfugiés de la guerre d'Espagne à partir
partir de 1939, entre 36 et 39. Et puis aussi, on avait reçu déjà des gens qu'on appelait comme apatrides, qui étaient des Russes blancs, mais aussi des Arméniens, par exemple, qui sont arrivés nombreux à Marseille pendant et après la guerre de 14, et toute une série de gens qui résultent des enchevêtrements des grands empires russes, ottomans et austro-hongrois. Donc, le paysage migratoire est de plus en plus diversifié au moment de la Deuxième Guerre mondiale, dans un climat de l'entre-deux-guerres qui est marqué par l'antisémitisme assez virulent. Et après la guerre, il y a une nouvelle donne, puisque auparavant on n'avait pas véritablement de politique migratoire. La politique migratoire jusqu'en 1945 est décidée par les employeurs, la Société Générale de l'Immigration, qui recrute directement des étrangers puisqu'elle en a besoin. Il s'agit notamment de l'industrie, il s'agit des mines, un peu de l'agriculture, et la politique migratoire étatique commence véritablement à se développer à partir de 1945. On a une ordonnance de 1945 qui existe toujours sur l'entrée et le séjour des étrangers, qui a été modifiée de nombreuses fois, mais qui reste le texte de base de la politique française d'immigration. On reprend une fois de plus ce qu'on avait déjà fait pendant l'entre-deux-guerres en 1927, le droit de la nationalité en 1945, en élargissant toujours l'accès à la nationalité française et surtout les droits des nouveaux Français, notamment la possibilité de voter, qui avait été un processus long pour les nouveaux Français auparavant. Et puis, on va entrer dans une nouvelle phase qui est celle des 30 glorieuses. 1945-1974, c'est une période de très forte croissance économique en France, dans un contexte où on manque cruellement de main-d'œuvre, d'une part parce qu'on était toujours sur le profil du déclin démographique. La France était un pays de vieux, ce qu'on a tendance à oublier à l'époque, et d'autre part, il y avait eu des pertes pendant la Première Guerre et la Deuxième Guerre mondiale, ce qui fait qu'il y avait eu moins de naissances, et donc on manquait de main-d'œuvre de façon cruelle. À l'époque, on avait une approche qui avait déjà été développée dans l'entre-deux-guerres de sélection des étrangers selon leur capacité d'assimilation, comme on disait. Et une étude maintenant connue, d'abord il y avait une étude de Georges Mocco en 1932 qui faisait un panorama des étrangers en France et qui les classait selon leur aptitude au travail et à l'assimilation, et une nouvelle étude faite par l'Institut national d'études démographiques qui est nouvellement créé à l'époque, dirigé par Alfred Sauvy, qui définit une politique d'immigration à la fois pour ceux qui ne viennent que pour travailler et ceux qui auraient vocation à s'installer. Et à l'époque, les Italiens qui avaient été tellement critiqués pendant l'entre-deux-guerres deviennent désirables, si j'ose dire, selon les critères nouveaux définis par la France. Mais ces Italiens vont venir beaucoup moins nombreux que dans le passé, puisque l'Italie se développe. C'est le début du miracle économique italien. Et donc, avec cet échec de gens qu'on avait voulu non seulement faire venir, mais aussi intégrer, assimiler, on va voir une succession de nationalités pour une immigration de main-d'œuvre. Donc on abandonne progressivement cette idée d'immigration de peuplement, et on va voir se succéder toute une série de nationalités jusqu'en 1974. Donc d'une part des Espagnols, des Portugais, qui pour l'essentiel viennent clandestinement, puisque beaucoup d'entre eux n'avaient pas de passeport, et donc traversent les Pyrénées. Aujourd'hui, c'est encore la première nationalité en France. On a aussi une immigration algérienne qui a bénéficié progressivement de la liberté de circulation. Ensuite, on avait d'autres nationalités qui vont venir, comme les Marocains, les Tunisiens, les Turcs, les Yougoslaves, tout ça par accord de main-d'œuvre, et puis également le début de l'immigration subsaharienne. L'essentiel de cette immigration vient clandestinement. En 1968, l'Office national d'immigration, qui avait le monopole du recrutement de la main-d'œuvre, sauf pour les Algériens, qui étaient gérés directement par un Office national algérien de la main-d'œuvre, l'ONI, donc, ne contrôlait que 18% des entrées. Ça veut dire que 82% des entrées en 1968 se faisaient irrégulièrement et étaient massivement régularisées par la suite. On est déjà dans cette période des 30 Glorieuses.